Dernière séquence de nos grands dossiers de la protection sociale 2021, nous allons ouvrir un peu le sujet et faire un peu de prospective. Tout au long de cette semaine, nous avons examiné les conséquences de la crise sanitaire sur la protection sociale, nous avons regardé la situation des services publics, nous avons regardé la situation des risques sociaux, mais dans cette dernière séquence, on voudrait élargir un peu le spectre. La protection sociale, globalement, c'est un tiers de la richesse nationale. Elle interagit énormément avec tout ce qui se passe dans la société quand on a une telle importance. Et la crise sanitaire, mais pas seulement, les défis qui sont ceux de notre société ne peuvent pas ne pas avoir un impact sur la protection sociale. Et c'est un peu de tous ces sujets dont on voudrait parler pour terminer. Et je suis très heureux d'accueillir Mathilde Viennot, qui est économiste, chef de projet à France Stratégie. Et je l'ai invitée notamment parce que France Stratégie a conduit tout un séminaire sur les sujets de soutenabilité et notamment de soutenabilité de la protection sociale. Et donc, je pense qu'il est particulièrement intéressant de l'entendre sur ces sujets de soutenabilité. Et puis, à côté d'elle, Jean-Marie Speth, président honoraire de la CNAM et de l'EN3S. Et on est très heureux de retrouver Jean-Marie Speth, et qui, depuis longtemps, apporte son regard éclairé de partenaire social sur les enjeux de la protection sociale. Alors, pour essayer d'aborder ces sujets, on s'est dit que peut-être dans un premier temps, on pouvait essayer d'éclairer les risques donc sur la soutenabilité de notre système, puisque globalement, on sait que les Français ont une opinion plutôt positive, quand même, globalement, malgré ces limites du système de protection sociale. Mais un des enjeux, c'est sa soutenabilité, et avec des questions financières qu'on a évidemment déjà abordées, mais aussi d'autres types d'enjeux. Alors, je propose donc on commence par ce sujet, que Mathilde commence et Jean-Marie réagira. Après, les risques, nous aborderons plutôt les besoins, ou qu'est-ce qu'il faudrait être aménagé dans notre système pour qu'il réponde mieux aux attentes de nos concitoyens. Et puis, dans un troisième temps, nous regarderons le rapport à la démocratie, puisque des enjeux de la soutenabilité, c'est bien sûr la soutenabilité financière, mais c'est aussi l'adhésion de nos concitoyens à ce système. Et on souhaite se réinterroger sur les conditions de cette adhésion dans la durée. Voilà. Mathilde, premier sujet, donc, comment vous appréhendez les risques auxquels est confronté notre système de protection sociale? Merci beaucoup. Donc oui, pendant notre séminaire, on s'est posé la question si notre système de protection sociale était durable. Et donc, selon nous, il y a 4 grands risques qui peuvent affecter notre modèle. Le premier, qui est bien connu, c'est le vieillissement de la population. Donc, c'est un grand défi, que ce soit pour le financement de notre protection sociale, pour le champ, mais aussi pour les bénéficiaires. Et donc, la grande question va être quelles sont les réformes systémiques qu'il faut mettre en place, mais aussi plus fondamentalement, quel est le contrat générationnel qui sous-tend à l'ensemble de ces réformes. Deuxième grand risque, selon nous, c'est le ralentissement de la croissance et la stagnation du pouvoir d'achat. En effet, on a une protection sociale et surtout la sécurité sociale qui est un pur produit de la société productionniste et de l'abondance industrielle. En effet, la sécurité sociale a été créée par un modèle qui est producteur de ses propres risques, le chômage, les maladies professionnelles, les accidents du travail, et dont elle tire pourtant son financement des fruits de ce modèle, la croissance, qui est identifiée
comme une amélioration progressive et continue des conditions de vie. Donc, depuis 1945, on a un système de protection sociale qui suppose des dépenses dynamiques parce que gagées sur la croissance du PIB, et donc une partie des surplus de production sont affectés à la protection de tous. Et donc, c'est vrai qu'il est facile, quand on a un revenu qui augmente de 2% par an, de rendre acceptable la socialisation des gains économiques. Alors, par contre, ce qu'on voit, c'est que ce contexte a changé. Et quand on regarde les revenus primaires, donc c'est-à-dire avant système socio-fiscal depuis 2008, on voit que ces revenus stagnent. Et donc, ce ralentissement du pouvoir d'achat risque d'affecter à la fois les arbitrages et le consentement au prélèvement, qui pourtant sont deux piliers du bon fonctionnement de notre système. Et donc, la grande question, c'est est-ce que le financement de notre protection sociale peut être assuré dans un contexte de croissance durablement faible, voire nulle? Le troisième risque, selon nous, ce sont les contraintes environnementales, qui sont bien entendu liées à mon propos sur la croissance. Puisque en cas de non-recours choisi ou subi aux énergies fossiles, il est fort à parier qu'on ait une contraction durable, voire définitive de la production. Plus important encore, cette transition va très certainement supposer des prélèvements supplémentaires. Et donc, il va falloir accepter qu'à revenu donné, la consommation, qu'elle soit publique ou privée, puisse être moindre. On a aussi, bien sûr, sur ce sujet, la question de l'impact environnemental du secteur même de la protection sociale, que ce soit via ses services, donc les transports sanitaires, les EHPAD, les hôpitaux, via ces prestations monétaires ou encore via l'utilisation des ressources. Donc, la question qu'on a là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer la transition à notre système de protection sociale. Et enfin, dernier risque selon nous, c'est le relatif court-termisme de notre système, qui est bien sûr lié à l'annualité des lois de financement et qui conduit notre système dans une impasse. Donc, c'est très visible, notamment sur le champ de la santé, où l'on sacrifie des réformes à cause de leurs coûts à court terme au détriment des bénéfices de long terme. Voilà, donc il faut, sur ce point-là, il faut absolument une adéquation entre moyens et objectifs et ne pas se contenter d'une vision budgétaire annuelle. Jean-Marie, sur ces différents sujets, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, j'ai lu avec attention le rapport, puisqu'elle me l'a gentiment envoyé. Je trouve ça très bien, utile et nécessaire. Avant de réagir sur quelques points, je voudrais donner mon état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui et pour toute cette heure qui va venir. Mon état d'esprit, c'est que je voudrais rappeler, et c'est ça mon état d'esprit, mais tous les auditeurs connaissent la définition de la santé selon l'OMS. Mais je vais quand même la relire. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Elle représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé est un sujet à la fois individuel et collectif. Alors, pour moi, tout ce que je vais dire, c'est, je trouve que militer pour le bien-être mental et social, voilà une belle ambition prospective pour les prochaines décennies.
parce que la France a pleinement réussi, il faut le dire, a pleinement réussi sur la maladie, sur la retraite, sur la famille, à atteindre, à répondre aux risques inhérents de la vie tel que c'était prévu en 1945. C'est une merveilleuse réussite. Et votre travail s'interroge sur comment je vais pérenniser ça. Mais il faut quand même rappeler que c'est ça l'objectif. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà sur le bien-être. Et le Covid, je ne veux pas discuter du Covid, montre bien qu'il n'y a pas que la santé physique, il y a tout un environnement. C'est ça qui m'inspire les choses. Alors maintenant, par rapport à ce que vous dites, bien sûr, il y a le vieillissement. Mais j'essaye, il y a les questions financières. Pour ma part, sur et l'intergénérationnel. Je vais donner quelques éléments vus de ma fenêtre. Premièrement, je pense que la maîtrise des dépenses de santé est toujours une nécessité absolue. Car les évolutions de la science, la technologie ou l'aspiration de nos concitoyens à toujours plus, à revendiquer inconsciemment l'éternité, conduit à des dépenses. Donc il faut avoir deux axes vus de ma fenêtre. Premièrement, il faut un outil de pilotage, y compris pour les lois annuelles. Hein. Il faut rendre public, selon un processus à définir, les données de santé. Nous avons des connaissances sur la santé de nos concitoyens incomparables au monde. Mais qui sait de quoi il s'agit exactement? Comment sont-elles utilisées? Je suis pour les rendre publics, bien sûr, anonymisés, et ça doit être l'outil de pilotage de notre offre de soins. Pardon. Le deuxième, et c'est le professeur Hubert Allemand, qui était l'ancien médecin conseiller national, me disait un jour, la médecine est une science inexacte, mais c'est une science précise. Ça m'est resté dans ma tête. Donc, pour ma part, je suis pour rendre opposable aux professionnels de santé comme aux patients les protocoles de soins et les références médicales. Donc, un outil de pilotage qui alimente les priorités qu'on donne à la fois sur des politiques de santé, le cancer par exemple, ou territorial. Les inégalités sont fabuleuses, de manière à avoir un outil que les gens comprennent que les dépenses de santé et les prélèvements obligatoires ont un sens et ont une priorité, et on les mesure, et on rend public les choses. Deuxièmement, que la manière d'avoir des soins de qualité, c'est des protocoles et des références. Voilà. Toujours sur intergénérationnel, quand vous avez dit ça, et j'ai écouté un tout petit peu tout à l'heure le débat, je suis arrivé à la fin du débat. Je suis pour, sur le financement de la dépendance, beaucoup de choses ont été faites sur la dépendance, hein, même si on dit il y a des problèmes de financement. Hein. La proposition de M. Dominique Libaud de redéployer la CRDS vers la dépendance avec le Covid, à mon avis, on a encore pour une perte de temps hein, pour financer la CADES. Donc ça ne se fera pas, tu ne vois pas, etc. Mais le problème de financement reste posé à la fois pour rémunérer le personnel, hein, pour avoir des établissements, le maintien à domicile. Je ne suis pas pour revenir sur une solidarité intergénérationnelle. Je trouve qu'on a assez ponctionné les jeunes. Ça, c'est aussi dans le sens, etc. Je suis pour une solidarité entre personnes âgées. Et plus particulièrement, il n'y a pas que des basses retraites en France, il y en a aussi d'autres. Hein. Et plus particulièrement de recourir ou à taxer, à utiliser les successions. Je suis pour taxer, ça s'appelle taxer ou taxer des successions selon des barèmes à définir. Hein, et parce que c'est un moyen d'avoir des recettes et c'est aussi de réduire les inégalités, des inégalités qui se reproduisent tout le temps. Je sais bien, et je vais m'arrêter, je sais bien que c'est un sujet tabou en France, les successions. Hein, successions. Quand je vois des gens les succès, je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu as à faire succéder, toi? Ils me racontent quelques broutilles, je dis, mais enfin, c'est psychologique, c'est pas... et derrière, voilà. Derrière, donc, ça, c'est de nouvelles solidarités à l'intérieur, et pas tout le monde recourir aux jeunes. Voilà, me semble-t-il, juste sur les retraites, parce que ça me fait plaisir, mais enfin, l'universalité, ça se fera. Alors, les gens, on peut tortiller, tout ça, mais ça se fera. C'est l'universalité des retraites, c'est consubstantiel
à la répartition, à la solidarité intergénérationnelle et à l'obligation de cotiser. C'est consubstantiel. Prenez, moi, Jean-Marie Speth, j'ai 30 ans de mine. Je touche une retraite des mines, mais il n'y a plus un cotisant. Pas un. Pas un. Heureusement qu'il y a des compensations entre régimes. Donc ça se fera. Alors bon, je ne discute pas, moi, ici, est-ce que c'est par point ou en unité, ça, les gens qui ont décidé se débrouillent. Mais enfin, l'universalité se fera. Ça aussi conduit à une, comment je veux dire, à une acceptation des prélèvements et une acceptation de la solidarité entre les uns et les autres. Très bien. Écoutez, enfin, on voit bien à la fois donc les risques, mais Jean-Marie a donné déjà des éléments de réponse effectivement sur un certain nombre de ces sujets, et dont certains d'ailleurs on reviendra sur. Enfin, quand vous évoquez aussi le fait de dire maîtrise de dépenses, et donc il faut aussi dire aux professionnels et aux assurés que la sécurité sociale, c'est pas tout autorisé, quoi. C'est un peu revenir sur le rapport, et on y reviendra peut-être, la relation entre l'assuré et le système, enfin le collectif et individuel. Enfin, vous avez la perception qu'aujourd'hui, un des risques, c'est une vision un peu consommatrice du système. Je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas de consommatrice du système. Je ne dirais pas ça comme ça. Je dis simplement que les besoins sont, vus de ma fenêtre, infinis. Il faut faire des choix. C'est entre privilégier, je vais vous donner un exemple que je dis 1000 fois, je privilégier le soin du cancer ou la prévention du cancer et payer les cures médicales qui servent à rien. Ben, il y a des choix à faire. Je prends celui-là parce qu'il est un peu extrême. Non, mais je veux dire qu'il y a on rembourse pas. Sur le transport sanitaire, on a quand même des choses à faire, vu de ma fenêtre, etc., etc. L'idée, c'est de rendre les gens responsables collectivement et individuellement. Collectivement, de donner un contenu médical plus compréhensible aux lois de financement de la sécurité sociale, mesurer en permanence les évolutions. Enfin, quand vous regardez, c'est la Cour des comptes qui fait un rapport annuel au Parlement sur le PLFSS, etc. Bon, écoutez, Cour des comptes, j'ai rien contre la Cour des comptes. Ceci dit, la Cour des comptes, et vous fait des rapports sur la SNCF, le nucléaire, la santé, qu'ils font des rapports sur tout, hein, comme s'ils connaissaient tout. Hein, toujours stupéfait devant la connaissance de la Cour des comptes. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas fait l'ENA, etc. Mais enfin, même ceux qui l'ont fait, bon, bref, je ne vais pas plus loin. Mais quand même, on y reviendra tout à l'heure, parce que vous avez dit qu'on parlerait de la démocratie, etc. Mais enfin, faire remonter un peu, avoir les connaissances scientifiques telles qu'elles existent, via le SNIRAM, etc., et avoir une connaissance du vécu du terrain des gens. Hein, il y a des moyens de le faire remonter, et que ça alimente la loi de financement, qui bien sûr doit trancher sur des prioritaires financières, etc., me paraît quand même être de nature à responsabiliser individuellement et collectivement la population. Si après il faut augmenter les prélèvements obligatoires, on verra bien. Si après personne ne va augmenter les prélèvements, ah ben on remboursera des choses qu'on ne remboursera pas, mais alors on dira pourquoi. Pourquoi? Juste un point, le Covid nous a bien montré que c'est possible. Vous aviez tous les soirs, n'exagérons rien, on vous disait combien de gens sont rentrés à l'hôpital, combien sont sortis, combien ceci, combien cela. On voit bien que la population arrive à comprendre les données médicales, avec les déviances qu'il y a eu, hein, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais les gens, ils ont regardé ça de près, hein. Donc, mieux utiliser les données, mieux les rendre publiques pour aussi mieux travailler sur ce rapport entre la population et le système. C'est grosso modo une des choses que vous évoquez. Une des questions qui est posée par les internautes, c'est comment faire pour lutter contre le court-termisme qui a été évoqué comme un des risques donc, dans les décisions sur ces sujets. Alors,
je pourrais éventuellement dire, puisque on a beaucoup, on travaille là-dessus au HCFI, parce qu'un des sujets, c'est de travailler sur l'objet même loi de financement de la sécurité sociale, et qui est aujourd'hui très annuel, et qui effectivement a introduit une vision un peu court-termiste, il faut bien dire, d'un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que c'est bien que la démocratie nationale s'exprime régulièrement et puisse regarder les sujets des risques sociaux, mais la façon dont elle le fait a des limites au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a une réflexion sur comment pourrait-on avoir un débat démocratique un peu plus riche et qui puisse mieux appréhender les évolutions des risques dans la durée. Et c'est forcément, effectivement, avec une vision un peu plus pluriannuelle des choses. Voilà, c'est une de nos réflexions qu'on partage avec France Stratégie. Alors peut-être venons-en au deuxième aspect de nos sujets. Donc voici les risques et déjà des éléments de réponse, mais aussi donc les évolutions en termes de besoins, peut-être, Mathilde. Alors, qu'est-ce qui est ressorti notamment du séminaire sur ce sujet? Oui, tout à fait. Donc, la première chose, selon nous, c'est qu'il faut partir de la demande sociale pour ensuite définir les grands risques sociaux qui vont nécessiter soit du financement public, de la socialisation, ou des substituts privés. Et donc, pour nous, il y a plusieurs questions dont il faut débattre. Première question, c'est quels sont les risques qui, aujourd'hui, sont à la marge de notre système. Donc, nous, on pense notamment à la jeunesse, aux inégalités environnementales, mais aussi, alors même en fait, si ce n'est pas un risque social, à la grande question du non-recours. Deuxième question, quel partage de la valeur souhaitons-nous entre actifs et retraités, entre capital et travail, entre travailleurs des différentes catégories. Et donc, ces questions amènent à remettre en débat le partage entre assurance et assistance, entre contributifs, non contributifs, mais également le débat sur l'affectation des ressources budgétaires. Troisième question, selon nous, sur cette question des besoins, quel partage faut-il faire entre les prestations de services et les prestations monétaires? D'un côté, on a une demande croissante de services sociaux, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de recherche, ce qui pose la question de l'efficacité actuelle de la dépense sociale. D'autre part, on a aussi le besoin d'intégrer plus de contenu environnemental, ce qui est beaucoup plus facile à faire dans des services que dans des prestations monétaires. Donc, que ce soit dans des services d'accueil de la petite enfance, de personnes âgées ou encore dans des structures hospitalières. Quatrième question, quel arbitrage souhaitons-nous entre la consommation publique et la consommation privée? En effet, en cas de hausse des besoins sociaux, il faut qu'on se pose la question quelle part supplémentaire de financement je souhaite socialiser ou je souhaite laisser à la charge des ménages. En effet, donc soit je peux plus socialiser, donc c'est-à-dire que j'augmente la part de la consommation publique au détriment de la consommation privée, ou alors je peux recourir à des substituts privés avec, attention, le cas américain qui nous rappelle qu'il est très difficile de resocialiser ensuite des dépenses lorsque des intérêts privés sont en jeu. Et alors, bien sûr, cette question consommation publique, consommation privée va bien au-delà de la protection sociale, puisqu'elle nous demande la part du commun dans notre société. Et enfin, quelle est la vision globale que l'on souhaite donner à notre système de protection sociale,
où aujourd'hui, c'est un système qui est quand même morcelé entre la part fiscale et la part sociale, sans qu'il y ait forcément de cohérence et donc d'efficience entre les deux. Donc en fait, ce qu'il faudrait, selon nous, c'est équilibrer risque et financement, risque et besoin, donner de la cohérence aux prestations de solidarité, ce qui peut passer par mieux articuler les prestations déjà existantes. Moi, juste une réaction qui me vient là. Vous faites la distinction privé-public. Mais enfin, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il y a aussi le privé collectif, le privé obligatoire, etc. Hein. Dans notre système de protection sociale, il n'y a pas que la sécurité sociale. Je pense à l'ARCO de l'AGIRC, hein, qui est privé, obligatoire. Heureusement que les salariés du privé ont l'ARCO et l'AGIRC. Vous avez en matière de santé, vous avez bien l'assurance maladie, mais aussi les complémentaires, avec l'ANI obligatoire, les individus. Simplement, je veux dire, vous avez l'UNEDIC qui est un peu, etc. Donc, c'est un peu plus, simplement dire, c'est plus compliqué que ça. La seule chose que je veux dire. Et donc, il faut regarder les choses un peu dans leur ensemble. Hein, voilà, je me permets de faire cette remarque. Même si, Jean-Marie, enfin, je comprends ce que vous dites, et en même temps, dans le débat public, par exemple, la notion de prélèvement obligatoire s'est imposée. Il y a ce qui est effectivement voilà, est prélèvement obligatoire. Et donc, il y a un dogme hein, presque aujourd'hui de dire attention, on a déjà un taux très élevé de prélèvement obligatoire, il ne faut pas. Et donc, il y a bien une question binaire un petit peu. Alors, et par exemple, qui repose en partie sur des conventions. Par exemple, effectivement, bien que la complémentaire santé soit devenue obligatoire pour les salariés du secteur privé, les contributions, y compris versées par les entreprises, ne sont pas considérées comme des prélèvements obligatoires parce qu'ils ne vont pas vers des administrations publiques. Bon, tout ça pour rappeler effectivement que c'est des conventions effectivement qui ont des limites et qui effectivement n'appréhendent pas bien les subtilités que vous venez d'évoquer. Mais n'empêche que dans le débat public, c'est assez fort, quoi. Il y a ces sujets. J'entends bien, mais quand je vous écoute, je vais la faire courte. J'ai une fois participé à un séminaire organisé par Sciences Po, il y a déjà longtemps, pour les cadres dirigeants de mon organisation syndicale. Et c'était Raymond Barre, le meilleur économiste, il y a longtemps, le meilleur économiste de France. Il n'était plus Premier ministre, bien entendu. Et bien sûr, il y a eu la question de prélèvement obligatoire. Alors, il nous a fait doctement avec un petit bouquin, il dit voilà, les prélèvements obligatoires, tel pays sont à tant de pourcents, etc. Et en conclusion, c'était, mesdames et messieurs, du point de vue économique, il n'y a pas de limite. Je ne peux pas fixer de limite sur les prélèvements obligatoires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons atteint une limite psychologique. À l'heure où il parlait, il y a déjà fort longtemps. Cette limite psychologique était bien inférieure à celle d'aujourd'hui. Hein, simplement pour faire remarquer. Donc, on est bien sur une question de l'adhésion d'une population à un service public, enfin, ou collectif, par rapport à l'individu. Alors, bien sûr, on ne va pas prélever 100%, mais on voit bien que les limites ne sont pas exactement là où le débat idéologique, politique de gauche ou de droite, hein, je ne vais pas dire où on en est aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour ça le débat d'aujourd'hui, ce soir, est très important, parce qu'il n'est pas rationnel, il n'est pas, etc. Je tenais à le dire, ce qui m'enlève de ce que je voulais dire par rapport à votre intervention. Donc, je pense que tout ne peut pas être demandé au pouvoir public. Il faut arrêter. Quand je vois aujourd'hui, on demande tout à l'État, enfin au président. Maintenant, c'est le président, que ce soit le président Macron, avant c'était Sarkozy, Hollande, au président. Mais non, je crois que mon introduction sur la santé, le bien-être mental, etc., je crois que dans les entreprises, il y a des responsabilités et des choses à prendre en main. Le bien-être des gens, tout ne doit pas être socialisé
au niveau national. Ça peut être très bien dans les branches professionnelles. Je pense, mais on peut le développer, il faut relancer l'idée de la prévoyance. La prévoyance classique couvre déjà des choses, invalidité, décès, etc. Premièrement, il faut le généraliser. Hein? Quand même, on est encore dans la convention collective de 1947, des cadres. 47. Alors bien sûr, les grandes entreprises ont... il faut généraliser cette forme de prévoyance. Mais surtout, il faut relancer la prévoyance, moi j'appelle ça la prévoyance sociale. Il faut redonner du sens au bien-être des gens. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est vrai aussi pour l'avenir de la Sécu. On ne peut pas dire en permanence aux gens, il faut travailler plus, il faut travailler plus longtemps, les prélèvements obligatoires, les déficits, etc. Les discours actuels, et depuis un certain temps déjà, c'est du sang et des larmes. Mais on ne mobilisera pas une opinion publique, on ne mobilisera pas le citoyen sur des sangs et des larmes. Il faut dire pourquoi il faut éventuellement travailler pour... Pourquoi il faut faire des gains de productivité? Mais les gens ne croient plus au discours actuel. Pourquoi croyez-vous qu'ils vont plus voter? Mais enfin, pour avoir non mais, ils disent, mais à quoi ça sert? Et moi là-dedans, vont-ils dire? Ça sert à quoi? C'est pour ça que je pense que la prévoyance sociale peut être qui est gagnant-gagnant dans les entreprises. Il ne faut pas se leurrer. S'il y a une adhésion, s'il y a un plus de bien-être, plus de retour pour le bien-être des gens au travail, bah, la productivité des entreprises augmentera. Hein. Alors, je vous relancer sur ce sujet que vous avez introduit dès le début en disant finalement, enfin, je simplifie un peu votre propos, mais vous dites qu'il faut redonner un peu, disons, une vision de ce que peut être le progrès demain par rapport au sang et larmes. Et pour moi, cette vision, ça doit être effectivement une aspiration au bien-être et qu'on se donne une vraie stratégie sur le bien-être physique et mental de l'ensemble de la population. Donc, absolument. Voilà. Et alors, pour arriver à ça, alors vous venez de parler de prévoyance sociale entreprise, on va y revenir peut-être, mais du côté de la sécurité sociale elle-même, est-ce que vous voyez quelles évolutions du côté sécu pour prendre en charge, enfin, est-ce que ça interpelle déjà la sécu dans son organisation, dans ses prestations, etc., et pour demain dire peut-être que sur le plan, enfin j'interpelle un peu sur le plan monétaire et tout ça, bon ça sera peut-être pas aussi bien que ce que vous espérez, on peut pas tout avoir, peut-être que c'est pas toutes les prestations, etc., mais notre vrai sujet c'est de vous aider vers ce bien-être, etc. Alors comment on y va? Comment on y va? Je voulais réagir aussi, et c'est pour aller vers ça, c'est sur comment vous avez dit, sur contributif, non contributif. Ça a toujours été pour moi très, bien sûr je comprends, mais abscon. On le dit beaucoup plus aujourd'hui que je l'ai entendu il y a 30 ou 40 ans. Pourquoi? C'est comme ça que j'ai un peu. Mais pourquoi donc aujourd'hui? Je ne sais pas depuis combien de temps, que ce soit à l'ARCO, à l'AGIR, à la CNAM, à la CNAM, etc., on réduit le budget d'action sociale. C'est-à-dire, on a tout uniformisé, centralisé, les mêmes prestations partout, etc. Ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je suis pour développer massivement les budgets d'action sociale, de manière à laisser des espaces de réponse à des besoins plus locaux, plus individuels, plus spécifiques. C'est ça aussi de relancer un peu le dialogue entre les citoyens et la sécurité sociale, des budgets où on faisait des économies. Chaque fois qu'il y avait des économies à faire, c'était réduire le budget d'action sociale. Aujourd'hui, c'est quand on ne sait plus comment faire dans la loi de financement, lutter contre les fraudes. Crac, il manque 1 milliard, on mettra 1 milliard dans la lutte contre les fraudes. Donc je pense profondément qu'il faut redonner des moyens financiers aux caisses, qui aient une vraie capacité d'initiative avec des moyens financiers pour des réponses plus locales, collectives et plus individuelles. Garde des enfants, la garde des enfants dans une ville, c'est pas pareil que la garde des enfants dans une campagne. Pourtant, le besoin est le même, le demande est la même. La réponse est différente. Et on ne peut pas tout
normaliser, etc. C'est important. La souplesse, de la souplesse. Là-dessus, parce que ça pourrait apparaître pas totalement évident par rapport à, disons, à tout ce moment justement d'aller de l'action sociale, on en parlait, d'une certaine manière, sur les personnes âgées vers quelque chose de plus équitable et donc plus normé au niveau national, etc. Vous avez parlé d'universalité aussi en disant, voilà, et vous dites en même temps, il faut aller vers cette universalité, vers cette construction sécuritaire, mais il ne faut pas oublier d'avoir des éléments effectivement qui permettent effectivement d'avoir des réponses locales, individuelles, et c'est ça qu'on a un peu oublié. Absolument. Je vais dire, il y en a qui vont se fâcher, mais ça ne fait rien. Les caisses privées sont devenues des agences de la CNAM. Hein. Non, mais oui, c'est sympathique, mais enfin, il faut leur donner, je prends les CEPAM, hein, mais c'est vrai pour les CAF aussi. L'action sociale joue un rôle fabuleux dans les CAF, les maisons des travailleurs. Il y a un tas de choses qui ont été faites via l'action sociale. Donc, il faut les prestations, appelons ça légales, doivent exister, mais il faut avoir des prestations extra-légales et de l'action sociale. Mais si je peux me permettre de compléter, mais par rapport à ce qui a été dit dans un autre moment sur l'assurance maladie, on avait notamment une intervention très intéressante de la directrice de la CEPAM de Seine-Saint-Denis sur son action dans la crise, bien sûr de l'action sociale, mais elle a aussi beaucoup parlé des partenariats qu'elle a pu faire avec les collectivités locales. Elle a raison. En disant il faut qu'on travaille mieux ensemble. La crise nous a appris aussi au fait que nous devons mieux, pas simplement avoir toutes les réponses tout seul. Je dis ça parce que l'action sociale, il y a quelquefois cette critique ou cette remarque, effectivement, est-ce que vous coordonnez bien les uns les autres s'il y a plusieurs actions sociales, et de dire il y a aussi des réponses qui sont avec des partenaires qui connaissent très bien les gens, etc. Et notamment, c'était le cas, effectivement, quand on cherchait effectivement des stratégies pour aller chercher des gens plus isolés, etc., par rapport au sujet vaccination, par exemple. Juste en deux mots, cette directrice a totalement raison, hein, mais si elle avait un peu plus de moyens à mettre sur la table pour discuter avec des partenaires, ça irait encore mieux. Hein, donc c'est bien. Alors moi j'utilise le mot action sociale, hein, c'est pour mais donner plus d'espace et des moyens pour répondre aux besoins exprimés localement, individuels ou collectifs. Je ne reviens pas là-dessus. Mathilde, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un point que je souhaitais aborder sur les questions de gouvernance. Comment on fait pour mieux articuler l'État, les territoires, les associations d'usagers? C'est une grande question, tout à fait. Alors peut-être justement, on peut venir au sujet que nous on a appelé un peu les sujets de démocratie et donc qui comprennent aussi évidemment les sujets gouvernance, c'est-à-dire demain comment à la fois le pilotage de tout ceci et la relation avec le citoyen. Alors on a commencé à aborder un certain nombre de sujets, Jean-Marie Schpett rappelant que certes, il y a toute la construction sécurité sociale universelle avec ce pilotage par l'État qui est devenu très fort, mais qu'il y a d'autres espaces à imaginer, peut-être à réimaginer demain, effectivement, pour faire vivre ces questions de solidarité et de réponse, pas uniquement dans ce dialogue bilatéral de citoyens et l'État. Voilà. Donc, comment travailler sur ces questions? Mathilde, pouvez-vous introduire, notamment par rapport donc, toujours à ce qui était abordé dans le cadre du séminaire soutenabilité? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle aussi maintenant de la confiance ou si on sépare un peu. Voilà. Oui, donc parce que nous sur en fait les enjeux démocratiques, on voit deux grands sujets. La question de la confiance, donc comment la garantir, et celle de la gouvernance. Donc sur la confiance, on a eu une adhésion très très forte, vous l'avez dit, des Français pour leur système. Quand on regarde le baromètre de l'adresse, on voit que 72% des interrogés préfèrent une hausse de prélèvement plutôt qu'une baisse de prestations. Donc c'est quand même très fort. La question c'est: est-ce que ce sera toujours le cas? Et donc, quels sont les points d'attention?
premier point pour nous, c'est l'acceptabilité du système qui se base sur le consensus entre le périmètre couvert et l'amplitude du reste à charge. Et donc, c'est là qu'il faut absolument qu'on ait une réflexion collective sur ce qui doit être financé, par qui, sur la part de prestations universelles et celle sous conditions de ressources. Mais vous en avez parlé déjà un peu. Deuxième point, c'est la lisibilité des réformes. Et là, on retrouve aussi l'idée des données de santé, puisque cette lisibilité a été quelque peu érodée par l'étatisation des réformes sociales. Troisième point, selon nous, clé pour cette confiance, c'est l'éducation. L'éducation donc plus globale à la citoyenneté, mais aussi aux enjeux sociaux et aux enjeux de soutenabilité pour les élus, pour les professionnels de la protection sociale et pour les hauts fonctionnaires. Et je rajouterai également pour les dirigeants d'entreprise, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le sujet. Et enfin, dernier point, c'est vraiment le sentiment de ne pas réellement participer à la délibération démocratique. Et donc, ce sentiment peut expliquer chez des Français l'absence de consentement à la solidarité. Et donc, c'est là qu'on bascule sur les sujets plus de gouvernance. Selon nous, il faut absolument réduire la fracture entre ceux qui font la protection sociale et ceux qui la pensent. Et cela passe par une meilleure articulation des acteurs de la cité. On en compte 4. L'État, tout à fait, tout d'abord, pardon, dont le rôle est confus selon les risques sociaux et dont les arbitrages ne sont pas toujours visibles. Et en fait, cela amène une perte de confiance, bien au-delà d'ailleurs des politiques sociales, dans la démocratie parlementaire. Et ça, c'est très vrai lors des débats annuels sur la loi de financement de la sécurité sociale, qui semble plus un avènement de la technocratie qu'une réelle avancée démocratique. Deuxième acteur, selon nous, ce sont ceux qui détiennent l'expertise qui est présente notamment dans les hauts conseils, qui sont des lieux très, très importants selon nous, puisqu'ils rassemblent à la fois des personnalités qualifiées avec des corps intermédiaires. Et donc, cela contrebalance les instances centrales qui, elles, concentrent le pouvoir, le savoir et la mise en œuvre de la protection sociale. Troisième acteur, ce sont les territoires et qui sont, comme en fait vous l'avez dit, des acteurs démocratiques majeurs dans la fabrique de la solidarité. Donc, ce soit dans la prévention, dans la définition du champ de la protection sociale, des bénéficiaires et bien entendu l'action sociale des caisses. Et enfin, quatrième acteur clé selon nous, ce sont les associations d'usagers qui sont moteurs dans la production démocratique. Par exemple, la CNSA, donc la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, est un exemple probant puisque cette caisse donc reçoit un budget de l'assurance maladie tout en animant un réseau départemental et en animant des collectifs
de citoyens pour améliorer l'information. Et donc, ces associations sont absolument indispensables selon nous, parce que pour que le système de protection sociale soit réellement démocratique, il faut que chacun se sente non seulement sujet du système, mais réellement acteur. Et en fait, on a eu l'exemple très intéressant de la ville de Grenoble, qui co-construit ces politiques socio-environnementales avec les futurs bénéficiaires. Et donc, selon nous, c'est une piste très intéressante. Alors Jean-Marie, qu'est-ce que ça vous inspire, et notamment, mais je vous relancerai évidemment aussi sur disons, ces sujets de représentation des usagers, de co-construction, qui interpellent un peu aussi la place, le rôle des partenaires sociaux, évidemment, dans notre système. Oui, alors, ma première réaction, je partage que notre système est devenu totalement opaque. J'ai la prétention de suivre un peu encore les sujets, etc. Quand j'ai lu dans votre rapport, mais si je raconte une bêtise, vous me contredirez, que maintenant on est à ce que le financement de la sécurité sociale, vous me dites si je raconte, est 40% financé par la TVA. Oui, tout à fait. L'assurance maladie. L'assurance maladie. 40% oui, par la TVA. Pas totalement. Hein, pas totalement. Mais bon, l'assurance maladie, oui. Bref. Qui sait en France, ou de tous ceux qui nous écoutent, que c'est la TVA qui finance à 40% l'assurance maladie? Ils ne lisent pas les rapports du HFI, c'est ce que je voulais vous dire. Mais personne ne lit vos rapports. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais enfin, personne ne les lit. Il faut arrêter là-dessus. Mais qui le sait? Je rappelle quand même qu'à une époque, il y avait tout un débat sur la TVA sociale. La TVA sociale, on l'a, personne ne l'a vu. J'ai ma conviction sur la TVA sociale, mais enfin, qui le sait? C'est quand même une illustration de où on en est arrivé. C'est quand même sévère, hein, je trouve. Et on pourrait les multiplier, vous en avez mis bien d'autres. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Donc je reviens un peu en arrière, il faut donner du sens médical et de soins à tous les PLFSS, la retraite, etc. Alors après, la deuxième question que vous avez évoquée, et après je réponds directement, c'est tous ces systèmes qui veulent protéger les Français contre leur volonté. J'appelle ça comme ça. Bouclier sanitaire, bouclier ceci, bouclier cela. Je suis très dubitatif sur tout ça. Cela part souvent d'une bonne intention, mais je suis dubitatif. Pourquoi? Parce que tous ces systèmes, j'ai commencé à militer très jeune, et on m'a appris que la dignité est une question fondamentale. Respecter la dignité. Rien à voir avec l'assistanat au sens, la dignité des gens, c'est ne pas être assisté, ils n'ont pas envie. Donc tous ces systèmes de boucliers, trucs, machin, chouette, me satisfont pas. Il faut néanmoins trouver une réponse au cas des plus défavorisés, des plus exclus, des personnes âgées, etc., etc. D'où je pense qu'il faut, je ne reviens pas en arrière, relancer. Il faut arrêter de vouloir faire des règles uniques pour toute la France, pour tout le monde, etc. Il faut trouver d'autres dispositifs. C'est pour ça que je pense que dans la gouvernance, je crois que je l'ai écrit dans une revue de l'EN3S, je suis pour transformer les conseils d'administration des caisses, qui, pour les raisons que Madame a indiquées superbement, ne servent à rien, ces conseils. Tous les gens sont sympathiques, très bien, mais enfin, ils servent à quoi? Tout est décidé ailleurs. C'est la loi, les décrets, les trucs. À quoi ils servent? À des commissions de recours amiables. Alors, donc, il faut des commissions de recours amiables, il faut le maintenir. Donc, je suis pour transformer les conseils en conseils de surveillance avec des droits propres. Des droits propres. Droits qui permettent, soit au niveau local, peut-être aussi sur ce que j'ai parlé de l'action sociale, les droits propres, conseil de surveillance, on peut peaufiner tout ça, qui permettent, sur la question que vous posez de démocratie, à la fois de vérifier si tous les dispositifs sont bien appliqués sur le territoire, là où ils sont,
de faire remonter les insuffisances, de faire rapport, chaque conseil de surveillance fait rapport tous les ans au directeur de la caisse, au conseil général. Il y a un rapport national des conseils de surveillance au Parlement avant chaque loi de financement. C'est quand même extraordinaire, que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la Cour des comptes. On est toujours dans le comptable. Je suis pour le comptable. Moi, j'étais trésorier dans mon organisation. Un et un, ça faisait deux. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il faut donner du sens aux choses et que les choix soient argumentés, compréhensibles pour le plus grand nombre. Pas forcément consensuel pour tout le monde, hein. Le consensus, etc. Donc, conseil de surveillance, de manière à redynamiser la relation entre les décideurs, de donner un contenu. Alors, ils peuvent être constitués selon les branches, peut-être par des représentants des usagers, des représentants des organisations syndicales, patronales, etc. Alors, j'ai un bémol, tout ça est peut être très positif, très prometteur, très productif pour la branche maladie et la branche famille. À l'inverse, pour la retraite, je suis plutôt pour maintenir des conseils de surveillance, des conseils d'administration, excusez-moi, parce que je pense que les acteurs sociaux, que sont les employeurs et les représentants des salariés, j'ai dit acteurs sociaux, pas partenaires sociaux, hein, parce que partenaires, ça quand même, ça existe depuis pas très longtemps, partenaires sociaux. Autant une entreprise et une communauté d'ambition commune. Autrement, c'est pas forcément ils ne sont pas partenaires, ils n'ont pas les mêmes intérêts, hein, forcément. Il ne faut quand même pas rigoler. Hein, il faut arrêter de dire les partenaires, ceci, cela. Non, 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 non. Il faut. Donc, la retraite est fondamentalement liée au travail. Fondamentalement. Il y a un minimum vieillesse, ça, c'est autre chose. Et donc, que l'État dise quels sont les grands enjeux, les équilibres économiques, ça, je le conçois totalement. Mais après, dans la gestion au quotidien et d'une manière prospective, il faut rendre les acteurs sociaux responsables, acteurs de cela. Ce n'est pas pareil que pour la branche famille et pour la branche vieillesse. Donc, voilà, je m'arrête là, mais je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question, mais il faut supprimer les instances qui font, comment dirais-je, qui font illusion. C'est de l'illusion. C'est pas bon, ça, pour la démocratie, hein, d'avoir des trucs. Je m'arrêterai en donnant un exemple. Pardon. Juste, donc, vous dites différenciation du rôle des acteurs sociaux selon les branches. Donc, ça, vous dites premier point. Surtout. Deuxièmement, pas de faux semblants. Troisième point, le point que vous aviez développé plus tôt, qui est dire aussi en complément de ça. Non, j'y reviens parce que ça me semblait intéressant. Réinvestir le dialogue social dans l'entreprise autour de la prévoyance sociale. Hein, c'est parce que c'est aussi refaire un objet plus fort de dialogue social autour entre acteurs sociaux au sein de l'entreprise. J'en suis resté à l'introduction, sécurité sociale, hein, donc je dis ce que je pense. Deuxièmement, il faut leur relancer l'idée de la prévoyance. Moi, je préconise qu'on se mette en situation de négocier des conventions collectives par branche de prévoyance sociale. Il y a la prévoyance classique, j'en ai parlé, qui est devenue un peu relancer la prévoyance sociale, qui a pour objectif le bien-être, parce que c'est un élément de mobilisation des salariés, de redistribution de richesses, d'amélioration de la productivité, etc. Sur 3-4 thèmes. Après, les acteurs sociaux feront ce qu'ils veulent. C'est le thème, par exemple, des arrêts de maladie qui n'ont rien à voir avec la maladie. Ah, il y en a un paquet, hein, on fait de la productivité en plus. Il y a tout ce qui tourne autour de la famille. Hein, la famille, là aussi, le Covid nous a donné des exemples, la garde des enfants, tout ce qui tourne autour des aidants, tout ce qui tourne autour on a parlé du vieillissement de la population. On a beau dire aux gens, il faut aller travailler jusqu'à 67 ans, nous a dit l'ancien Premier ministre, 65 ou 68. La seule chose que je voudrais lui dire, hein, comme ça, gentiment, moi, Jean-Marie Schmitt, j'ai commencé à 14 ans. On était tous à l'époque à 14 ans. Hein. L'ingénieur des mines qui nous commandait, lui, il commençait à 24, 25. Hein. Sauf à 65, c'est pas la même chose pour lui et pour moi. Ça, et pour se rouler par terre, c'est quand même une réalité.
Et deuxièmement, donc c'est la prévoyance sur le contenu du travail des fins de carrière. Je me mets à la place d'une entreprise. Comment faire dans le transport quand la personne commence à perdre la vue, etc. Donc, tout ce qui tourne, la prévoyance, ce qui tourne autour du bien-être des gens et à la productivité et la performance des entreprises, c'est les fins de carrière. Hein. C'est la formation, les formations reconversion dans des branches professionnelles. Prenez la méthode, enfin l'automobile, enfin quand même, ce qui les attend, c'est organiser la prévoyance sociale pour les métiers du futur. C'est-à-dire, il faut libérer les salariés non pas des risques inhérents à la vie, mais il faut les libérer de ce qui sont leur environnement de vie et leur bien-être. C'est un peu la relation entre l'AROC, les risques inhérents à la vie, et les risques sociaux qui sont aujourd'hui très importants et qui perturbent à la fois le moral des gens et la performance des entreprises. Alors, je regarde des questions sur Internet. La gouvernance de la CNSA plus ouverte au niveau de sa composition préfigure-t-elle une nouvelle gouvernance pour les autres caisses? En tout cas, je pense que ça fait écho à ce que vous avez dit, Mathilde. Et d'ailleurs, c'est aussi un des éléments de réponse parce que j'ai une question qui est, enfin, je lis comme ça, hein, mais où et quand le copier-coller des 4 niveaux État, expert, territoire usagé travaillent-ils ensemble pour une meilleure lisibilité, cohérence, anticipation? C'est où ça se passe et comment on pourrait faire pour effectivement articuler tout ça. Donc voilà, c'est des questions pour vous. Question aussi, si les conseils d'administration ont perdu l'essentiel de leur rôle de gouvernance, les conseils de surveillance font aussi doublon avec de nombreux acteurs d'évaluation, IGAS, DSS, Caisse nationale. Ça n'a rien à voir. Oh. Il y a une question, pouvez-vous rappeler le nom du rapport de France Stratégie? Mais alors là, vous allez peut-être répondre à la fin, parce que je pense qu'il est peut-être pas... Enfin, vous allez dire quand... parce que évidemment, ça intéresse des personnes, et quand est-ce qu'ils pourront aller voir les choses et alors, j'ai une question, quelle place et rôle pour l'usager dans la gouvernance notamment, voilà, comment... peut-on encore considérer, alors j'ai la question, hein, les organisations syndicales comme représentatives des usagers dans les conseils des caisses et voilà, est-ce qu'on doit aussi garder ce type de représentation ou aller plus loin ou avoir un autre rôle plus direct? On voit bien effectivement sur plein de sujets qu'il y a une demande effectivement de moins d'intermédiation entre l'usager et les organisations. Enfin, est-ce que, à votre avis, il faut essayer de voir quelque chose? Et alors, vous réfléchissez à toutes ces questions, mais moi, je me permets juste de dire sur un point que vous avez évoqué, évidemment, je dis combien je pense qu'il est important, c'est le point de l'éducation aussi, donc puisque je pense effectivement que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut travailler, enfin si on travaille sur la citoyenneté, et vous savez que le N3S effectivement essaye vraiment de travailler sur ce sujet dans des partenariats, notamment avec l'éducation nationale. Évidemment, juste dire que moi j'adhère totalement à ce sujet. Voilà, maintenant, réponse aux questions. Oui, alors rapidement, donc sur la CNSA, oui, voilà, nous on trouve que c'est un modèle très intéressant et donc de gouvernance et qui mérite du coup d'être en tout cas exploré. Deuxième question, donc comment est-ce qu'on articule où est-ce qu'on articule les acteurs? Nous, on considère que justement les hauts conseils et France Stratégie, mais donc du coup je prêche pour ma paroisse, seraient des lieux possibles parce qu'à France Stratégie, donc on a ce qu'on appelle la plateforme RSE qui justement regroupe des entreprises, des partenaires sociaux, des usagers pour créer du consensus sur un certain nombre de sujets et donc ce qui pourrait ressembler à ce lieu de gouvernance commune. Et enfin, donc sur le rapport, donc en fait, ce sont des cahiers qu'on va publier à la fin du mois de novembre, puisqu'on a fait plusieurs cahiers thématiques. Donc là,
la protection sociale, mais aussi le nucléaire, le numérique, le travail et la santé. Et donc, tout cela sera disponible sur le site de France Stratégie normalement fin novembre. Qu'est-ce que je vais répondre? Moi, la réponse, moi, je suis pour des conseils de surveillance pour les raisons que j'ai évoquées à la sécurité sociale. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas réglé de la totalité. Ah, la question, est-ce que les représentants des syndicats et patronats sont suffisants? Bon, enfin, il faut regarder objectivement les choses. Les organisations, les partenaires sociaux, les acteurs sociaux, il n'y a pas que l'État qui a fait des coups de force, ils en ont fait. Enfin, ils se sont tous retirés petit à petit, se sont mis un peu en retrait, objectivement. Je les entends pas beaucoup, hein, ils se sont mis un peu en retrait. C'est objectif, hein, ça. Alors, est-ce qu'il faut les remplir par 65 millions de Français? Non. C'est-à-dire, il faut bien des intermédiations. On peut tourner le bébé comme on veut. On ne peut pas rester à ce qu'il y a 65 millions d'avis, d'aspirations individuelles. Non, il faut quand même essayer de synthétiser tout ça et le traduire en objectif. Ça, il faut. Alors, bien sûr, on a bien vu que le président de la République a, par rapport à l'environnement, comment ça s'appelait, une conférence citoyenne, etc., etc. On a bien vu que c'est bon, il y a des choses positives, mais c'est compliqué. Après, vous en faites des frustrés. Il faut éviter de faire des frustrés. Et alors donc, il faut bien, il ne faut pas demander aux experts de se mettre à la place du ressenti des citoyens. Il faut trouver les lieux où il y a l'expression des experts, l'expression des citoyens, par exemple le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, il peut y avoir des syndicats, mais il peut y avoir des associations aussi. Hein. Moi, je ne suis pas sectaire dans ce domaine. Et il y a les technocrates. Et moi, quand je dis technocrates, ce n'est pas un péjoratif dans ma vie. Ils sont nécessaires, les technocrates. Mais le lieu de synthèse, c'est les élus de la République. C'est ça, le lieu de synthèse. Il ne faut pas vouloir faire des lieux de synthèse entre des gens qui n'ont pas vocation à faire de la synthèse. Ceci dit, je vous l'ai dit en aparté tout à l'heure, dans ma jeunesse, j'ai participé au plan, là, c'était le plan encore ancienne formule, sur les questions d'énergie. J'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que je trouvais que les ingénieurs généraux des mines, quand ils intervenaient là-dedans, c'était pas tout à fait con ce qu'ils racontaient. Hein. Ça nous alimentait nous-mêmes dans notre réflexion. Et je pense qu'eux-mêmes, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, nos interventions les alimentaient aussi. C'est ce genre de lieu au niveau territorial, au niveau local, territorial qu'il faut organiser de manière à créer une dynamique, pas seulement un consensus. Non, ça n'existe pas le consensus. Non, une dynamique à la fois des responsables locaux, des directeurs de caisse, etc. Je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut faire, faire plus confiance aux gens, ne pas vouloir tout normaliser, tout régenter à travers des textes, des règles, des circuits. C'est pas vivable, ça. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure. Je crois que ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces réflexions finales, nous n'avons nullement, ni les uns ni les autres, l'ambition d'apporter des réponses définitives sur les sujets. Mais justement, peut-être simplement, à travers ces débats, ces réflexions ouvertes, de concourir au débat public et à l'exercice de la citoyenneté des uns et des autres, quoi. Je pense que voilà, c'est important de mettre ces débats sur la place publique, et le N3S, modestement, avec ces grands débats, essaye d'y concourir, et on est d'ailleurs tout à fait ouvert à toutes les réflexions et suggestions des uns et des autres pour encore mieux y concourir. Et voilà, et là on s'est dit, en utilisant notamment cette forme distancielle et en mettant ces débats aussi sur le site, voilà, modestement, mais en même temps, je dis avec une vraie ambition, parce que moi je suis très heureux de la qualité des intervenants que nous avons eus tout au long de cette semaine et encore à l'instant. Je crois vraiment qu'il y a déjà beaucoup de richesse, effectivement. Donc, aux uns et aux autres aussi d'utiliser tout ceci, voilà, et de
concourir aussi. Je pense que c'est à chacun, effectivement, et je parle notamment aux gestionnaires de la sécurité sociale. Je dis souvent, effectivement, quand on est cadre, dirigeant, oui, on est gestionnaire, mais je pense qu'on a aussi un rôle, effectivement, vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, effectivement, de faire vivre ce débat et cette connaissance autour de ces sujets qui sont si importants pour chacun d'entre nous, pour notre société. Voilà. Merci à Jean-Marie Schpett, merci à Mathilde Viennot. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et donc, n'hésitez pas à faire connaître ces sessions Grand Dossier. Merci à mes collaborateurs. Je me permets aussi de les remercier qui sont là donc depuis le début et qui m'ont permis sur le fond et sur le plan technique de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions ces grands dossiers de la protection sociale. Bonne soirée à tous.